Salut les férus! Vous êtes déjà tombés sur des récits de fantômes qui parcourent les couloirs du temps? Saviez-vous qu'en France, certaines de ces histoires ont marqué l'histoire elle-même? Je vous embarque dans un voyage au cœur du passé, à une époque où les fantômes, la magie, les malédictions étaient pris très au sérieux. Nous allons plonger dans une légende fascinante, celle d'un spectre qui a terrorisé des reines et même un empereur. Dans un monde où les intrigues de la monarchie servaient souvent leurs propres intérêts au prix du sang, une reine a involontairement manifesté une malédiction qui a semé la terreur pendant des siècles. Attendez-vous à un récit où la vengeance se mêle au surnaturel et où chaque ombre semble porter un secret. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte la légende du boucher des Tuileries. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. La légende commence en 1564, lorsque Catherine de Médicis décide de construire un nouveau palais. Mais ce projet n'est pas anodin. Elle a choisi un emplacement précis, les Tuileries. Si aujourd'hui cet endroit est connu pour ses magnifiques jardins situés près du Louvre, en bord de Seine à Paris, il n'en était tout autre à l'époque. À cette époque, les Tuileries étaient un vaste terrain vague, abritant des ateliers de fabrication de tuiles et un hôtel particulier que François Ier avait acheté pour sa mère, Louise de Savoie. Mais Catherine, désormais reine de France, rachète ces terrains avec une ambition grandiose, bâtir un palais somptueux qui s'étendrait le long de la Seine. Mais avant de construire, cependant, il fallait détruire. Catherine s'attelle à racheter tous les commerces de la zone. Si les fabricants de tuiles acceptent sans difficulté, elle se heurte au refus catégorique d'un homme, Jean l'Écorcheur. Ce boucher, connu pour son abattoir dans le quartier, jouissait d'une réputation sinistre. Plus qu'un simple artisan, il était aussi un homme de l'ombre, exécutant des tâches macabres pour la couronne. Mais ce n'est pas qu'il ne voulait pas vendre son terrain, mais la somme proposée ne lui convenait pas. Conscient des secrets qu'il détenait, Jean décide de faire chanter la reine pour obtenir une somme bien plus conséquente. Mais son plan va prendre une autre tournure. La reine, connue pour faire disparaître quiconque osait se mettre au travers de son chemin, décide de faire taire Jean pour de bon. Elle envoie alors Neville, un chevalier et homme de main, chargé d'exécuter cette tâche macabre. Jean, sentant sa fin approcher, est saisi d'une rage glaciale. Lorsque Neville, armé et déterminé, entre dans la boucherie, Jean tente une ultime négociation, mais ses mots tombent dans le vide. Pris au piège, accusé, il laisse éclater une ultime menace, lançant une malédiction terrifiante. Je reviendrai, ni toi, ni ta reine, ni tes successeurs ne connaîtront la paix sur cette terre. Neville l'achève d'un coup net, laissant le corps sans vie baigné dans le sang. Mais à cet instant précis, les premiers témoins jurèrent avoir vu une silhouette rouge, spectrale, s'éloigner dans l'ombre. Peu après, alors que les ouvriers s'attelaient à détruire les bâtiments du quartier, des phénomènes étranges apparurent, des bruits sourds, des ombres furtives et une voix grave murmurant des menaces. La rumeur d'un esprit vengeur, l'homme rouge se répandit comme une traînée de poudre dans Paris. Mais la vengeance de l'homme rouge ne s'arrête pas à hanter les ouvriers et le chantier.
Une nuit, Neville, l'assassin, envoyé par Catherine de Médicis, affirme avoir aperçu le spectre dans l'ombre de sa propre demeure, vêtu de rouge écarlate. Le fantôme se serait rapproché de lui lentement avant de lui murmurer des mots glaçants. Saint-Germain verra mourir la reine, et ta lignée s'effacera comme celle des Valois. Tremblant de peur, Neville courut immédiatement au Louvre pour rapporter ces mots à Catherine. Si la reine tente de dissimuler son trouble, elle se met à croire à l'impact des paroles du spectre lorsque son astrologue, Cosme Ruggieri, prétendit avoir vu la même apparition et entendu des avertissements similaires. La peur hante alors l'esprit de Catherine de Médicis. Le site choisi pour le palais des Tuileries portait en lui une histoire profondément liée à la religion et au mysticisme. Jadis, les terres appartenaient à la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, une église voisine ayant servi les souverains français depuis des générations. De plus, l'abbaye Saint-Germain-des-Prés était à 2 pas sur la rive gauche de la Seine. Catherine, malgré son pragmatisme politique, était connue pour son intérêt pour l'astrologie et par la magie noire. Les prédictions de Ruggieri, couplées aux apparitions de l'homme rouge, commencèrent à éroder son assurance. Elle consulta à nouveau son astrologue, qui aurait confirmé que bâtir sur cette terre marquée par le sacré et le sang risquait d'attirer davantage de malheurs. Malgré ces avertissements, Catherine de Médicis ordonna la poursuite des travaux. Le palais des Tuileries était achevé, mais la malédiction de l'homme rouge semblait s'être installée entre ses murs. Des serviteurs apportèrent des bruits étranges dans les couloirs et des éclats de lumière rouge dans les recoins sombres. Catherine elle-même aurait aperçu à plusieurs reprises une silhouette rouge traversant les jardins. La reine décide de quitter le Louvre pour s'éloigner de la prédilection de Saint-Germain. L'homme rouge ne s'arrête pas là, il devient une ombre planante sur la dynastie des Valois. Quelques années après, Catherine assista à la fin tragique de sa lignée, marquée par les guerres de religion et les décès prématurés de ses fils, et l'effondrement de la dynastie avec l'avènement des Bourbons. Alors qu'elle était sur son lit mort, la reine affaiblie et hantée par des visions de l'homme rouge, fit appel à un homme pieux pour recevoir les derniers sacrements. Cet homme portait un nom qui semblait sceller son destin, Julien de Saint-Germain. Certains disent que sa présence n'était pas une coïncidence, mais l'accomplissement d'une prophétie vient hanter Catherine jusqu'à son dernier souffle. Mais la légende de l'homme rouge ne s'arrête pas à Catherine de Médicis. On raconte que la veille de la mort d'Henri IV, une silhouette écarlate aurait été aperçue en rôdant autour du palais. Le lendemain, le roi fut tragiquement assassiné par François Ravaillac, poignardé en pleine rue. L'apparition du fantôme aurait été interprétée comme un sinistre présage, renforçant sa réputation de messager du destin. Bien des années plus tard, la reine Marie-Antoinette aurait elle aussi croisé le chemin de l'homme rouge. Selon la légende, ce sinistre spectre lui serait apparu au matin du 10 août 1792. Alors que la tension montait dans Paris, ce jour-là, le palais des Tuileries fut pris d'assaut par une foule révolutionnaire enragée, marquant la chute définitive de la monarchie française. Mais comment est-on arrivé là? Après leur tentative ratée de la fuite à Varennes en juin 1791, le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette et leurs enfants furent ramenés sous haute surveillance à Paris, placés au palais des Tuileries, devenu une véritable prison dorée. Ils vivaient sous la garde stricte des révolutionnaires. Le 10 août, malgré les efforts désespérés de Louis XVI pour parlementer avec ses assaillants, le sort en a été jeté
et la famille royale dut se réfugier à l'Assemblée nationale avant d'être transférés à la prison du Temple. La vision de l'homme rouge ce matin-là fut interprétée par certains comme un présage de leur chute imminente, une ultime apparition pour sceller leur destin tragique. Après la chute de la monarchie, la légende de l'homme rouge continue à planer sur des figures majeures de l'histoire de France. Napoléon Bonaparte, l'empereur des Français, aurait lui aussi croisé ce spectre mystérieux. Mais contrairement aux apparitions précédentes, cette fois, l'homme rouge aurait annoncé des victoires. On raconte qu'il se manifesterait à plusieurs reprises, notamment avant certaines campagnes victorieuses, devenant pour certaines une incarnation de la destinée impériale. Mais Napoléon, homme de raison et stratège pragmatique, ne croyait pas aux présages. Une anecdote affirme que l'homme rouge tenta de se présenter au mariage de l'empereur avec Marie-Louise d'Autriche, mais fut repoussé par l'empereur lui-même. Ce rejet aurait marqué un tournant dans la légende. Les présages bienveillants se transformèrent en un avertissement funeste. Peu après, Napoléon subit ses plus grandes défaites, d'abord à Fontainebleau, puis à Waterloo, qui signa la fin de son règne et de son empire. L'histoire de l'homme rouge semble disparaître avec la destruction du palais des Tuileries en 1871. Le palais, déjà un lieu chargé d'histoire et de drame, fut incendié volontairement par les communards en pleine insurrection. Avec lui, l'homme rouge, spectre lié à ces lieux, aurait quitté définitivement le monde des vivants, important ses secrets dans les cendres de ce monument disparu. L'homme rouge était-il un simple fruit de l'imagination collective, ou la malédiction d'un homme trahi par le pouvoir? La prochaine fois que vous irez marcher dans le jardin des Tuileries, prenez garde, derrière vous, une ombre rouge pourrait vous causer du tort, s'il est toujours parmi nous aujourd'hui. Et nous voilà à la fin de cette légende. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et de celle de l'homme rouge. Sachez une chose, je suis persuadé qu'il viendra vous dire qu'il faut vous abonner à Raconte-moi son histoire et aussi de partager cet épisode. Merci de m'avoir écouté, c'était Michael et je vous dis ciao!